Bonjour à tous. Merci aux Échos d'organiser cette journée où nous pouvons mettre à l'honneur le travail des médias et leur engagement. Donc, moi, je suis ravie d'être ici, déjà parce que je suis ravie de parler avec un masque. Je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire. J'avais la chance d'être en visioconférence comme François-Xavier. Donc, merci aux Échos. Plus sérieusement, je suis ravie d'être ici parce qu'on va parler d'un sujet qui nous passionne, qui nous enthousiasme chez Spark News, qui est justement le sujet de la transition des territoires. Rapidement, qu'est-ce qu'on fait chez Spark News pour ceux qui ne nous connaissent pas? Notre mission, c'est de mettre en avant les récits de la transition sociale et environnementale. Et notre métier, comment on le fait? C'est justement en développant des programmes de sensibilisation et d'acculturation à ces fameux enjeux, avec nos amis les médias, avec aussi des artistes, à travers les entreprises. Et ce sujet de la transition nous passionne puisque nous travaillons actuellement à la création d'une coalition d'une quinzaine de médias régionaux et nationaux qui parleront simultanément de ces sujets de transition, qui partageront leurs pratiques dans leur territoire. Programme qui aura lieu juste en amont des régionales en avril-mars 2021. On aura l'occasion de vous en reparler plus tard. Donc vous l'avez compris, on va parler de la France, de notre cher territoire. Oui, la période est difficile, nous sommes dans l'incertitude, nous avons un peu le moral dans les chaussettes et pourtant nous habitons dans un magnifique pays, une France qui a plein d'atouts pour mener cette transition, un pays qui est riche par sa culture, par ses innovations, son inventivité, sa relation avec les océans dont on parlera sûrement, avec la montagne et tous ces atouts qu'on a en France et aussi évidemment des hommes et des femmes qui œuvrent déjà pour la transition, qui sont déjà sur les territoires. Et pour être au carrefour un peu de plein d'organisations chez Spark News, je peux vous dire que ce mouvement de la transition est déjà en marche. Ça ne date pas d'hier. Par exemple, le réseau d'entrepreneurs d'avenir qui a été monté il y a 10 ans par Jacques Brecht, qui réunit 800 entrepreneurs engagés. Le MOVE, anciennement le MOVE, mouvement de l'entrepreneuriat social, qui s'appelle maintenant Mouvement Impact France, qui réunit à peu près 1000 membres, sous le dynamisme de ses coprésidents Jean Moreau et Eva Sadoun. Il reçoit à peu près une centaine de demandes de rejoindre ce réseau qui œuvre justement pour réconcilier business et impact. On a aussi la communauté des entreprises à mission, plus récent, qui s'est créée l'année dernière, le label Bicorp qui débarque en France. Donc voilà, il y a plein de belles énergies, plein d'entrepreneurs qui œuvrent chaque jour sur le territoire, qui trouvent des solutions pour avoir une économie plus résiliente, faire de l'inclusion, développer des énergies renouvelables, une mobilité durable. Et donc, aujourd'hui, il est temps de mettre tous ces gens à l'honneur, de les faire connaître et de faire comprendre aux citoyens, aux élus, aux collectivités que cette transition est en marche pour que chacun puisse y contribuer. Et ça tombe bien parce que justement, faire connaître et faire comprendre, c'est le travail des médias. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de deux hommes de médias et de terrain de qualité, puisque vous avez chacun, tous les deux, alors je regarde un peu là, parce qu'il y en a un qui est à distance et un qui est à côté de moi. Deux hommes qui sévissent sur ces sujets depuis plus de 30 ans, chacun dans leur titre. Le premier qui est à l'ouest de la France. Bonjour François-Xavier. Donc François-Xavier Lefranc, Bonjour. qui est rédacteur en chef de Ouest France, qui nous parle en direct de Rennes, qui est aussi membre du directoire depuis, je crois, quelques semaines. Donc bravo. Ouest France, c'est le premier quotidien français. Ça couvre la Bretagne, la Normandie, le Pays de Loire. C'est 700 000 tirages par jour. Une audience de 175 millions de vues par mois sur le site internet, 53 éditions, 4 départements, donc c'est un grand média d'information de proximité nationale. Et à côté de moi, Xavier Antoyer, qui lui est rédacteur en chef du Progrès. Merci Xavier d'être venu jusqu'à Paris. Donc le Progrès fait partie du groupe EBRA, qui couvre lui plutôt l'Est, donc un homme de la mer, un homme de la montagne, l'Est, la Bourgogne-Rhône-Alpes. 9 titres dont les plus connus, Dauphiné libéré, donc le Progrès, Dernière nouvelle d'Alsace, l'Est républicain. 9 titres qui cumulent un tirage quotidien de 900 000 exemplaires et 138 millions de vues par mois. Et Xavier, vous coordonnez les rédactions du groupe EBRA sur des sujets transverses comme le digital et comme les nouvelles offres éditoriales. Et c'est justement d'une nouvelle offre éditoriale dont nous allons parler, puisque une des façons à vous, au sein du groupe EBRA, d'avoir pris le sujet de la transition, c'est d'avoir créé une offre éditoriale nouvelle qui s'appelle « Ici, on agit ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors ici, On agit est un supplément mensuel qui est dédié à la transition écologique et vraiment à la lutte contre le réchauffement climatique.
Tous les mois, on traite d'une thématique particulière. Par exemple, le dernier supplément qui est sorti ce mercredi traitait du recyclage, le précédent de la maison économe, et puis le tout premier, en septembre, parlait des mobilités. Et on a choisi de l'appeler « Ici, on agit » parce que vraiment, notre credo, c'est de faire remonter des initiatives venant de nos territoires. Parce que le groupe EBRA a finalement cette chance d'être présent sur 23 départements. Et quand on unit les forces de nos rédactions, on peut partager avec un ensemble très vaste de lecteurs les réussites des uns et des autres. Nous, notre idée, c'est de dire la transition écologique, c'est effectivement des grands principes, des actions planétaires et macro. Mais si on veut qu'elles réussissent, il faut qu'elles réussissent d'abord bien chez nous en tant qu'individus, chez nous dans nos communes, dans nos départements et dans nos régions, dans nos entreprises. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce supplément, c'est qu'en termes d'environnement, il n'y a pas de petite réussite. C'est ce cumul d'initiatives qui fait que la transition écologique s'amorce. Et alors du coup, comment concrètement vous faites travailler vos rédactions et qu'est-ce qu'elles racontent toutes la même chose ou il y a quand même une... Racontez-nous un petit peu comment vous construisez ce supplément. Alors, on a déjà l'habitude dans notre groupe, comme dans tous les groupes de presse régionale, de travailler ensemble. Voilà. On travaille au quotidien, on a des réunions de rédaction. Et là, plus spécifiquement, eh bien, on tient tous les mois une conférence de rédaction intertitre. Chaque titre a un représentant. Et puis, nous avons un porteur de projet qui est un journaliste de Dauphiné Libéré, Georges Bozzi. Et puis, dans chaque titre, en fait, ce référent, eh bien, lui, il est là aussi pour sonder les rédactions locales, pour faire remonter toutes ces idées. Et chaque mois, en cette réunion, en fait, chacun propose et essaye de convaincre l'ensemble des rédactions de l'intérêt des sujets. Alors, le supplément est structuré en plusieurs temps. On a d'abord une partie qui est commune à l'ensemble de nos titres, un dossier de 4 pages. Et là, on a un tout petit chapeau introductif. Et puis surtout, on met en avant les initiatives qu'on a trouvées les plus pertinentes dans l'ensemble de nos 23 départements. Et puis ensuite, chaque titre a la possibilité, sur plusieurs pages, de développer des initiatives plus locales et qui restent toujours en cohérence avec le thème. Et puis, on a aussi ajouté notre dimension, c'est-à-dire tout l'aspect pédagogique, parce que parler de la transition écologique, il faut aussi à chaque fois resituer les grands enjeux. Eh bien, on a choisi le parti pris de le traiter sous forme d'infographie, une infographie d'une double page qui donne toutes les données essentielles. Donc, c'est comme ça qu'on équilibre entre le macro et le local. Je dirais pas le micro, parce que c'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment que le local peut être inspirant en termes d'initiative. C'est une vraie démarche de journaliste de solution. Exactement, d'ailleurs, c'est pour nous le parti pris. Il s'agit d'abord, on ne parle que d'initiatives qui sont concrètes et qui existent. On ne parle pas des projets qui pourront émerger dans 1 an ou 2 de ce qui est en chantier, on parle de ce qui existe, parce que justement, notre objectif, c'est de dire, voilà ce qui existe, voilà ce qui marche, voilà ce qui est encore difficile. C'est d'être vraiment dans cette optique de journalisme de solution, qui n'est pas le journalisme bisounours, comme on l'a entendu parfois. Je crois qu'aujourd'hui, ce débat est heureusement dépassé. Le journalisme de solution, c'est de l'investigation très cartésienne, très rigoureuse, pour expliquer les process. Et effectivement, quand on dit ce qui ne va pas, c'est aussi, c'est pour dire comment on peut progresser. Très beau supplément. Et donc, ce mois-ci, vous m'aviez dit, c'est le recyclage. Oui, l'économie circulaire. Économie circulaire, pardon. François-Xavier, vous avez aussi une démarche, j'imagine, de journalisme et de solution. Mais j'ai noté cette phrase que vous m'aviez dit en préparant l'interview. Vous êtes au carrefour entre la commune et le monde. Racontez-nous votre vision, votre façon de traiter ces enjeux, ces sujets de transition. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la vie de nos territoires si on ne comprend pas la vie du monde. Et les crises qu'on connaît nous placent devant cette évidence. L'avenir de nos territoires, il ne peut se construire qu'en relevant la tête et en comprenant ce qui se passe dans le monde. Donc, pour nos rédactions, c'est un défi important, puisque ça veut dire qu'il faut s'investir fortement sur le traitement, la couverture de l'actualité internationale, notamment à travers une politique de reportage très, très ambitieuse. Et sur nos territoires, partout
où nous sommes présents. Et je précise au passage que le groupe Ouest France, l'ensemble du groupe est présent sur la totalité quasiment du territoire national, sauf l'outre-mer. Et bien sur les territoires, nous sommes au plus près des citoyens, au plus près des communes, pour suivre et observer tout ce qui est en train de se transformer. Et cette transformation, elle est gigantesque. Donc, on ne peut pas comprendre la vie de nos territoires, l'avenir de nos territoires, sans regarder vraiment ce qui se passe dans le monde. Et c'est ça le positionnement de la rédaction de Ouest France, traiter l'actualité de la commune au monde. Alors, le défi, je le disais, il est colossal. Ça demande évidemment des moyens journalistiques importants. Nous avons un réseau d'une 60aine de correspondants à l'étranger avec lesquels on travaille donc en permanence au quotidien. Je rappelle aussi que notre travail aujourd'hui, ce qu'on dit, nous sommes un quotidien, nous sommes un média qui produit de l'information en continu, 24 heures sur 24, et qui parle de plus en plus à des gens qui sont hors de notre zone historique, puisqu'aujourd'hui, je le dis au passage, nous réalisons 70% de notre audience numérique hors de l'Ouest, c'est-à-dire hors de cette zone historique. Donc la rédaction, elle doit être à l'écoute de tout ça, elle doit aussi se former, et on ne dira jamais assez que les questions de transition nécessitent que que les rédactions se forment, montent en compétences sur des sujets qui sont des sujets très pointus, souvent des sujets avec une dimension scientifique importante, et donc il est extrêmement important que les rédactions montent en niveau sur tous ces sujets-là pour bien les expliquer et bien faire comprendre les enjeux qui sont posés partout dans le monde et évidemment sur nos territoires. Vous m'aviez expliqué d'ailleurs que vous créez des réseaux en fait, de compétences à travers des équipes journalistiques qui ne sont pas forcément rattachées aux mêmes rédactions. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, parce que la rédaction de Ouest France, elle est composée d'à peu près 600 journalistes professionnels. Donc ces 600 journalistes professionnels, il y en a 500 qui sont répartis sur les territoires et une centaine qui sont au siège de l'entreprise. Donc c'est une entreprise une rédaction qui est très éclatée géographiquement, et donc on a mis en place des réseaux de compétences, c'est-à-dire que tous les journalistes, par exemple, qui travaillent sur les sujets maritimes, sont intégrés à un réseau qui est en communication permanente, qui s'échange des informations en permanence et qui peut mener du travail d'enquête et de reportage en étant en lien permanent. Donc à la fois avec le siège, avec notre rédaction à Paris, avec les territoires, avec nos correspondants à l'étranger. Sur l'environnement, on a donc un réseau qui a été mis en place et qui a mis en place donc une politique de reportage, mais aussi une politique de formation, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est essentiel. Vous parliez tout à l'heure des océans, sur la problématique des océans. Nous envoyons en stage entre 10 et 15 journalistes chaque année auprès du pôle mer de Brest, où il y a des grands spécialistes de la question des océans, de la montée des eaux, de l'acidité, et on travaille avec eux pour que la rédaction monte en compétences. Voilà. Donc ce travail en réseau permet de mettre en lien les compétences à l'intérieur d'une rédaction qui est une grande rédaction, et c'est ce travail-là qui va nous permettre de monter de plus en plus, de pouvoir répondre aux attentes des lecteurs qui sont évidemment énormes sur des sujets comme ceux-là. Alors c'est vrai que la transition, ça passe par cette mise en exergue des solutions, des innovations des acteurs de terrain, mais c'est aussi un peu plus complexe que cela. Et c'est vrai que cet enjeu de formation, il est assez essentiel. Donc vous parlez de vos partenariats, de vos formations. Vous avez aussi développé des podcasts qui prennent le temps donc c'était, je crois que c'est Il y a le feu au lac. Des podcasts qui prennent le temps de rentrer dans la profondeur de sujets. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets où on a des idées reçues et on ne sait pas finalement si ces informations sont justes ou pas. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette démarche de podcast spécifiquement sur ces sujets un peu complexes que vous avez développés? Le podcast est en fait un mode d'approfondissement journalistique parmi d'autres. Donc on fait des podcasts depuis maintenant bientôt 3 ans, et sur tous les sujets importants de l'actualité, on les décline systématiquement à travers des podcasts. Et donc on le fait sur l'environnement, mais on le fait aussi dans plein de domaines. On a actuellement publié une série de podcasts sur le Vendée Globe, par exemple, cette course formidable qui vient de démarrer autour du monde. Donc le podcast est un mode de traitement de l'actualité, de l'information, qui est aujourd'hui essentiel, comme beaucoup d'autres. On travaille le son, on travaille la vidéo, on travaille le data, et donc le numérique nous met à disposition un tas d'outils extraordinaires pour toucher des tas de gens et pour approfondir toujours plus l'information.
Voilà. Donc c'est vrai pour l'environnement, mais c'est vrai sur d'autres sujets. Alors j'avais noté sur l'environnement, enfin justement cette série Il y a le feu au lac, où il y avait justement l'approfondissement de où on en est exactement dans le recyclage, comment la filière s'est-elle organisée, quels sont les trous dans la raquette qu'on peut avoir, d'un podcast aussi sur la voiture électrique, enfin voilà des sujets qui sont un petit peu controversés, vraiment de se donner le temps long de comprendre et l'investigation de comprendre exactement ce qu'il en est, parce que dans la transition, toutes les solutions ne sont pas bonnes à prendre. C'est un petit peu la limite aussi de mettre en avant plein d'initiatives. Quelles sont celles qui sont réellement durables et quelles sont celles qui, finalement, à l'aune d'un temps long, sont moins propices, enfin moins pertinentes par rapport à des enjeux socio-environnementaux. Oui. Alors, en fait, il faut éviter de tomber dans la facilité. C'est des sujets qui, souvent, sur le plan scientifique, sont assez complexes. Si on parle de la voiture électrique, il faut aller au bout de ce sujet, parce qu'il y a la question du retraitement des batteries, par exemple. Donc, il faut regarder le sujet dans toute sa dimension. Et donc, il faut faire de l'approfondissement journalistique. Mais notre métier est un métier compliqué, sérieux, qui demande beaucoup de rigueur et beaucoup de travail. Et donc, on utilise tous ces outils-là pour aller au bout des sujets. Je voudrais dire aussi que la question de l'environnement, il faut la regarder avec beaucoup d'optimisme, parce que, et arrêter de se faire la tête quand on parle d'environnement, quand on est au plus près des territoires et qu'on mesure comment tout est en train de se transformer, comment des filières économiques entières sont en train de se transformer, comment des initiatives sont prises par des entreprises, par des associations, par des citoyens, moi je trouve que c'est assez... ça donne le moral quand on le voit, encore faut-il prendre le temps de le regarder. Donc, j'évite toujours de parler de journalisme de solution, je parle de journalisme tout court, parce que pour moi, le journalisme doit apporter en permanence des solutions aux questions posées. Eh bien, il faut, notre travail, c'est de mettre tout ça en lumière, c'est de l'expliquer, c'est de faire vivre des débats, parce que tous ces sujets-là sont des sujets évidemment, qui prêtent à débat. Et donc tout le travail d'interactivité qu'on fait avec nos lectrices et nos lecteurs, avec tous les gens qu'on rencontre, c'est absolument essentiel. Et donc le média, il est au carrefour de tout ça. Et il doit avoir en permanence la nécessité de faire vivre le débat, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de montrer. Voilà. Du coup, vous, Xavier, comment vous traitez justement l'aspect plus expert, prise d'auteur scientifique que mentionne François-Xavier ? Alors, dans notre supplément, nous avons en fait 3 dimensions éditoriales. Celle des initiatives locales, celle d'un grand témoin. Nous avons une interview longue d'un grand témoin, par exemple, sur le recyclage. C'est Isabelle Autissier, la navigatrice, qui a un parcours et une vraie expérience. Donc là, on est sur le champ de l'expérience approfondie. Et puis, on a une autre dimension qui est celui de l'expertise scientifique. On a noué un partenariat avec The Conversation pour pouvoir publier dans notre supplément 2 contributions de chercheurs, des contributions qu'ils refaçonnent pour être plus accessibles pour notre lectorat. Et on en publie une version beaucoup plus longue sur notre site internet. Parce que sur nos sites internet, évidemment, on a créé une rubrique dédiée « Ici, on agit ». Et on pense que c'est... D'abord, les chercheurs, on ne les voit pas beaucoup. On ne les entend pas beaucoup dans nos médias. On sollicite beaucoup d'experts. Mais il y a une différence entre l'expertise et la recherche. Et on a voulu justement donner la parole à des chercheurs qui vont un peu plus loin, qui prennent aussi le temps d'écrire, et on les remercie. Et on propose aussi donc ce temps de lecture un peu plus long dans nos suppléments. Du coup, justement, on parlait on voit tous les deux que vous avez, avec vos équipes, mis en place des organisations vraiment dédiées pour le traitement de ces sujets-là. Est-ce que vous voyez l'audience en face grandir, se développer? Qu'est-ce que ça donne au niveau des chiffres? Alors vous, c'est assez récent, Ici on agit, mais est-ce que c'est cette volonté éditoriale que vous poussez et qui est très louable, est-ce qu'elle rencontre son audience? François-Xavier. Oui, alors très fortement, mais parce que ces questions-là sont des questions qui sont au cœur de la société, qui dans nos vies quotidiennes sont présentes en permanence. Donc tous les sujets autour de l'environnement sont des sujets souvent très lus.
qui suscitent, alors au-delà de l'audience, je préférerais parler d'abonnement, c'est-à-dire que c'est des sujets sur lesquels on peut fidéliser nos lectrices et nos lecteurs en leur proposant un vrai travail d'approfondissement pour les aider à comprendre les sujets, à découvrir, à voir ce qui se fait ailleurs, chez nous et ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde. Donc c'est un peu un travail à long terme qu'on fait avec nos lectrices et nos lecteurs. Et sur ces sujets-là, nous sommes effectivement très attendus. Je crois qu'il n'y a pas une journée, il n'y a pas un support, qu'il soit numérique ou print, presque, et si on parle du print, il n'y a pas une page du journal dans laquelle on ne parle pas d'environnement. C'est véritablement devenu un sujet permanent. Donc, vrai défi pour les rédactions, là encore. De votre côté, Xavier, qu'est-ce que vous observez au niveau des lecteurs, même si le premier supplément donc, a été en septembre? Alors, il est effectivement un peu trop tôt pour analyser d'un point de vue quantitatif ces retours. On a eu des retours spontanés. Et c'est vrai que c'est important, déjà, d'avoir des retours spontanés de satisfaction et d'intérêt des lecteurs. Et puis, moi, j'ai un autre signe que je trouve très important, c'est l'enthousiasme des rédactions pour s'investir dans ces suppléments. Et il faut savoir qu'en fait, ces suppléments sont nés d'une autre initiative qu'on a eue au printemps dernier. Parce que, comme vous l'avez dit à l'instant, on a certes le moral dans les chaussettes maintenant, mais on l'avait déjà au mois de mars, pendant le premier confinement. Et au mois de mai, on s'est dit, bien, on va sortir de ce confinement, on va retrouver notre vie normale. Il faut que nous aussi, on ait des initiatives porteuses d'espoir et porteuses aussi d'avenir. Et puis, on ne parlait que du coronavirus. On s'est dit, il y a des sujets quand même qui passent un peu sous les radars. Et c'est vrai que dans l'hiver dernier, au printemps dernier, tout ce qui touchait l'environnement était passé un petit peu en dessous les radars, alors qu'on traversait au passage une sécheresse d'hiver assez historique. Donc, on s'est dit, en plein confinement, donc dans les difficultés que connaissait la presse à ce moment-là, le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. On va faire des éditions spéciales. Et en 3 semaines, on a mobilisé l'ensemble de nos rédactions. Et ce jour-là, l'ensemble des journaux du groupe EBRA ont proposé en fait des éditions doubles. Une édition d'actualité classique, avec l'actualité nationale, internationale, du département, de la commune, et une édition double à côté qui traitait effectivement du national, de la commune, du sport et des loisirs, mais avec des thématiques exclusivement dédiées à l'environnement. Nos journalistes sportifs ont expliqué aussi comment le sport s'adaptait, comment par exemple l'Olympique lyonnais gérait sa ressource en eau et ses pelouses. Tout le monde s'est investi. On a fait le tour de l'offre de loisirs aussi en termes d'environnement. Et ça a été une expérience formidable pour les rédactions. Et on a voulu le transformer justement par ce supplément mensuel. Alors vous retrouvez ce même enthousiasme, François-Xavier? Pas que je me trompe, Xavier, François-Xavier, non, c'est bon. Oui, bien sûr. L'investissement des journalistes doit être total sur ces questions-là. L'enthousiasme, évidemment. Comment ne pas être enthousiaste quand on fait ce métier? La question que ça pose, surtout, c'est que, je le disais, c'est des défis considérables pour les rédactions. Ça demande donc que les médias investissent énormément dans une politique de reportage, d'enquête, de formation. Ça nécessite énormément de moyens. Et le vrai défi pour nos rédactions, ça va être celui-là. Dans un contexte général économique qui est un petit peu chahuté, il est absolument essentiel qu'on investisse dans le journalisme, en mettant la barre très haut. Et quand on regarde ce qui se passe actuellement dans le monde des médias en général, on ne peut qu'être inquiet. Il est urgent d'investir fortement dans le journalisme. Il est urgent que les médias puissent dégager les ressources nécessaires pour faire de plus en plus de journalisme. Je crois qu'on n'en a jamais eu autant besoin, mais du journalisme qui va au fond des choses, qui va vraiment au fond des choses sur des sujets complexes qui impactent notre vie locale et qui concernent le monde. Donc c'est un sacré défi. Et c'est vrai que la bonne nouvelle quand même aussi là-dedans, c'est que c'est un cercle vertueux, ces sujets, parce qu'on parlait aussi de ces suppléments ou de ces pages spéciales dédiées. Est-ce que les annonceurs n'ont pas plus envie d'être dans ces suppléments-là qu'au milieu d'une édition? Parce que finalement, cette promesse que vous donnez dans ces suppléments, c'est d'avoir un contenu inspirant, traitant des thématiques d'avenir, actuelles, mais avec une projection un petit peu sur l'avenir. Est-ce que justement, vous parliez de modèle économique et de revenus, et c'est vrai que la situation n'est pas simple, cette ligne éditoriale que vous insufflez, elle est vertueuse aussi, elle attire plus d'annonceurs? Oui, mais je crois que ce que vient chercher un annonceur dans un média, c'est
D'abord, il vient s'adosser à un support d'information sérieux, sinon il ne viendrait pas, et il vient toucher une audience. Et nous, les médias, nous aurons de l'audience si nous sommes sérieux et si nous faisons vraiment un travail journalistique de qualité. Donc c'est ça le cap. Il n'y aura pas d'autre, il n'y a pas d'autre biais possible. C'est en ayant de plus en plus d'abonnés que nous pourrons solidifier nos modèles économiques et que nous pourrons investir toujours plus dans le journalisme. Moi, je suis dans un média dont le propriétaire est une association loi 1901, à but non lucratif, donc c'est un actionnaire qui n'apporte pas d'argent, donc c'est à nous de trouver les moyens de notre développement, et ça passe par l'abonnement. Et l'abonnement, c'est quoi? L'abonnement, c'est une lectrice, un lecteur qui paie avant de nous lire parce qu'il a confiance. Et la confiance, ça se mérite, ça peut se perdre très vite, et ça se gagne au quotidien. Et pour qu'un média inspire confiance, il doit faire du journalisme de haute qualité. C'est ça le cap, et c'est comme ça que peut-être les annonceurs nous rejoindront, parce qu'on inspirera confiance. Donc un vrai prisme sur l'abonnement. Est-ce que vous, sur vos suppléments Ici on agit, vous voyez au niveau de la régie, etc., que ce sont des suppléments qui sont plus attrayants pour des annonceurs? Enfin, est-ce que vous observez ce phénomène? Alors effectivement, on a un certain nombre d'annonceurs qui souhaitent être présents dans ces suppléments-là. Et on en a besoin parce que François-Xavier a parfaitement raison. Aujourd'hui, pour nous, l'enjeu, c'est de financer le journalisme de qualité. Et traiter de ces problématiques-là, de la façon dont on le fait, c'est vraiment du journalisme de qualité. Et on a besoin à la fois d'avoir des abonnés, de réassurer nos abonnés avec cette offre éditoriale qui est complémentaire de ce qu'ils achètent dans leur abonnement habituel. Et on a besoin aussi d'avoir un écosystème qui inclut des annonceurs. Et là, bon, il est trop tôt pour dire où on en est, mais c'est vraiment engagé, c'est vraiment aussi, c'est vertueux. Enfin, nous, on a le souvenir chez Spark News d'avoir monté d'ailleurs avec les Échos un programme éditorial avec une vingtaine de journaux économiques pendant la COP21 qu'on a fait perdurer après. Et la régie des Échos avait très bien vendu ces pages. C'était un supplément sur les solutions business pour le climat au moment de la COP. Et justement, la régie avait bien compris l'intérêt pour un annonceur de se positionner sur un cahier dédié aux solutions pour le climat à l'époque où tout le monde parlait des problèmes de climat. Donc cette dynamique un peu plus enthousiasmante qui donne à voir des innovations était quand même en tout cas un atout pour les ventes. Une dernière question avant de conclure. Est-ce que, alors, en fait, dans vos suppléments, vous traitez quand même beaucoup l'angle environnemental. On a beaucoup parlé de ça autour de cette table ronde. Et le titre de la table ronde, c'est la transition environnementale et sociale. Comment est-ce que vous avez des suppléments qui sont dédiés au social dans votre calendrier éditorial? Comment vous traitez la dimension sociale? Je commence par vous, Xavier, sachant que c'est vrai que souvent, dans la tête des citoyens, il y a un peu une opposition, la fin du mois, la fin du monde. On a vu les gilets jaunes, les bonnets rouges. Donc, est-ce que vous arrivez à réconcilier ces sujets au sein de votre ligne éditoriale? Alors, il y a deux sujets différents. D'abord, nous, on ne veut pas opposer justement la fin du mois et la fin du monde. Et dans nos suppléments ici, on agit, on traite avec soin la dimension économique. Par exemple, dans notre dernier supplément, on a parlé de la filière recyclage des pneus, mais elle génère entre 1500 et 2000 emplois en France. Et on inclut systématiquement le critère emploi, développement dans les sujets qu'on traite. Donc ça, c'est déjà une façon aussi de convaincre sur la nécessité de la transition écologique. On ne veut pas être dans l'écologie punitive, mais vraiment dans l'écologie de solution. Après, sur la question du social, le sujet est beaucoup plus vaste et dépasse le seul cadre de l'environnement. Et nous, on n'a pas de supplément dédié au social. Le social fait partie déjà de l'offre éditoriale de nos quotidiens. On a beaucoup de sujets qui traitent du social. En revanche, on a des initiatives plutôt tournées vers l'événementiel, même si la période en ce moment n'est pas très propice. On organise par exemple au Progrès des trophées de la diversité. Et là, le principe de ces trophées, c'est pareil, c'est toujours la même chose. C'est mettre en valeur des initiatives particulières. Et le thème de cette table ronde, c'était justement les trésors ou les cachets de la presse régionale. Et finalement, que ce soit en produisant des suppléments, de l'événementiel dédié, nous, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans notre offre au quotidien est tellement riche. Le groupe EBRA, c'est plus d'une centaine d'éditions tous les jours.
Ce sont des milliers de contenus que parfois on ne met pas assez en valeur des initiatives. Donc l'objectif, en le traitant soit par des suppléments, soit par l'événementiel, ou d'autres, on a des podcasts aussi en projet, c'est effectivement que toutes ces pépites de nos territoires, quel que soit le sujet, puissent être mis en valeur dans une segmentation particulière. Merci. François-Xavier, sur la Oui, dimension je crois que, sociale. comme Xavier, c'est des sujets qu'il faut traiter évidemment sous l'angle économique, sous l'angle social, sous l'angle politique, parce que tout est lié. Et c'est comme ça qu'on peut les traiter, je pense, sous une bonne dimension. Et puis, là, ce qu'il faut faire, en fait, pour ne pas oublier le social, pour un média, c'est de se rapprocher toujours plus de ses lectrices et de ses lecteurs, d'être en conversation avec eux, de comprendre comment les questions posées impactent les vies quotidiennes. Et c'est aussi comme ça qu'on finit par ne pas oublier la dimension sociale. Et je pense que c'est un défi là aussi qui doit nous rassurer sur l'avenir des médias, parce que partout il y a des efforts considérables qui sont faits pour développer l'interactivité avec les lecteurs sur des questions essentielles. Les questions environnementales sont des questions essentielles. Et bien, quand on est en conversation en permanence avec ses lecteurs, on n'oublie pas les questions importantes, on n'oublie pas les sujets importants. Ce qui est en train de se passer, moi, me rend très optimiste pour l'avenir des médias, à condition évidemment qu'on tienne le cap. Merci à tous les deux. Je crois qu'on est dans le timing. Donc voilà, je vous souhaite de mettre en avant tous ces entrepreneurs, tous ces acteurs de changement qui sont dans vos territoires, tout en gardant cette dimension scientifique, et vous avez raison, qui est si importante d'investir dans le journalisme. Je ne saurais qu'abonder dans ce propos-là, parce que c'est vrai qu'on est à une époque où il y a beaucoup d'informations qui circulent, et les informations qu'on voit beaucoup ne sont pas forcément les plus qualitatives. Donc, travaillons toujours plus sur cette ligne éditoriale, sur cette expertise que vous nous apportez. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Et à très bientôt.